Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter le livre d'Aymeric Caron, Antispéciste. Dans un premier temps, je vais vous présenter le livre dans sa nature la plus juste, dans l'idée que son auteur a voulu nous partager. Je vais le faire sans l'altérer de contre-arguments d'autres essayistes ou scientifiques qui sont des auteurs de livres allant à contresens de ce courant. En revanche, je présenterai leurs arguments dans une deuxième partie pour nuancer le propos de Caron. Finalement, je vous partagerai mon point de vue. Je suis ce que les antispécistes considèrent comme spéciste, ou d'autres comme quelqu'un d'omnivore, comme quelqu'un de normal. Bref, je serai un spéciste un peu particulier. L'essai de Caron est très intéressant et bien écrit. J'ai de nombreux points de divergence, assurément et à 85%, mais j'ai quelques points de convergence qui me semblent essentiels. Quelquefois, ce sont l'identification des problèmes et quelquefois des solutions ou des pistes à envisager. Et même des questions sur lesquelles il faut s'interroger. Alors, je tiens aussi à préciser que le positionnement d'Aymeric Caron n'est pas le seul et unique positionnement sur l'antispécisme. C'est un essai. Le livre d'Aymeric Caron présente un véritable projet politique et social. Certains pourraient considérer qu'il s'éparpille, ou d'autres pourraient penser que non, c'est très complet. Et je vais vous expliquer tout ça. Pour commencer, nous allons redéfinir très simplement le végétarisme, le véganisme, l'animalisme, les welfaristes et les abolitionnistes, qui sont les deux courants majeurs qui composent l'antispécisme. Le végétarisme, c'est une diététique, une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale, mais qui permet de consommer des produits issus des animaux, comme le lait, le miel ou les œufs. Le véganisme peut être considéré comme un mode de vie ou un peu plus. C'est une philosophie, une doctrine politique qui exclut toute consommation de produits issus des animaux, que ce soit alimentaires, vestimentaires, etc. Mais qui exclut aussi toute activité ou produit issu de l'exploitation d'un animal. Certains véganes pourraient refuser des céréales si elles ont nécessité l'utilisation d'un animal pour labourer le champ. D'autres peuvent refuser du maquillage ou traitements médicaux si des expérimentations ont été réalisées sur des animaux pour leur production ou que l'on retrouve des graisses animales dans ces produits. Il y a derrière une véritable démarche qui se revendique éthique et scientifique, qui nous amène ou qui nous ramène finalement à l'antispécisme. La définition du spécisme est née dans les années 1970 avec Richard Ryder dans un premier temps, puis Peter Singer dans un second temps. Ce sont les premiers idéologues de ce courant de pensée qui réclament donc des droits fondamentaux aux animaux, l'égalité de considération et l'arrêt de l'exploitation des êtres vivants, et qui donnera naissance au mode de vie vegan et ses autres démarches militantes. L'animalisme est un mouvement plus large, qui englobe l'antispécisme, c'est tous les mouvements associatifs et philosophiques qui militent pour l'amélioration de tous les animaux non humains. Parmi les antispécistes, nous retrouvons deux courants de pensée qui sont les welfaristes et les abolitionnistes. Les welfaristes militent pour une amélioration des conditions de vie des animaux, et les abolitionnistes sont pour l'arrêt total de l'exploitation animale. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est Aymeric Caron ? Aymeric Caron a été journaliste pour de nombreuses chaînes publiques et privées, où il a pu couvrir de nombreux conflits à la fin des années 90, début 2000. Kosovo en 98, Afghanistan et Irak avec Canal+. Peu à peu, il commence à se démarquer et à être présentateur pour certaines émissions. Il fera aussi de la radio pendant environ 3 ans, à partir de 2009, mais il reste un journaliste de télévision. L'une des choses qui m'a particulièrement marqué, et peut-être pour vous aussi, fut sa participation à On n'est pas couché à partir de 2012 pour 3 saisons, le talk show animé par Laurent Ruquier, où un invité vient présenter l'un de ses bouquins, de ses œuvres. Et il y a un échange entre les chroniqueurs, comme son meilleur copain Éric Zemmour. Éric Zemmour, en fait, on ne sait pas ce qu'on a entre les mains. Ça s'appelle l'essai, monsieur Aymeric Caron. C'est ce qui vous permet de dire n'importe quoi, comme sur RTL. Comme vous, ce que vous dites là, et vous dites n'importe quoi, vous avez été pris en flagrant délit sur la ligne Azur. Pas du tout. Bah si. Pas du tout. Bah si. Pas du tout. Bah si. Non. Bah si. Un immigré, c'est un étranger. Ah oui, un immigré, c'est pas un étranger. Pas du tout. Ah bon, c'est un Français. Ça explique un petit peu mieux maintenant pourquoi vous confondez tout, mon cher Eric. Alors allez-y, allez-y. Faites-moi la leçon, allez-y. Un immigré, c'est quelqu'un qui n'est pas né en France et qui vit aujourd'hui en France. C'est faux. C'est un émigré qui vient de l'étranger. Excusez-moi. C'est ce que je viens de dire. Bah alors. Un immigré, c'est quelqu'un qui n'est pas... Il n'y a pas ça. D'ailleurs, Aymeric Caron, c'est aussi un écrivain. Il réalisera ses livres, Envoyé spécial à Bagdad en 2003, Nostek en 2013, Incorrect en 2014, Antispéciste en 2016, Utopia 21 en 2017, Quatrième de couverture, il dit « Ceci n'est pas un livre, mais malheureusement, je l'ai lu ». Vivant en 2018
et dernièrement La Revanche de la Nature qui est paru en juin 2020. Dans ce dernier écrit, l'auteur témoigne de l'événement terrible auquel nous avons dû faire face et quelle expérience nous devons en tirer. Il est connu et reconnu pour ses traits charismatiques et son franc-parler. Après, on n'est pas couché, Caron va faire plein d'émissions avec la volonté de partager ses convictions et ses idées. Fort Boyard. Je suis ravie de vous rencontrer car tout comme moi, vous aimez les animaux. Absolument, ça nous fait un point commun. Que pensez-vous de mon serpent? Il est magnifique. C'était un plaisir de vous croiser. Vous faites quoi ce soir? Bon courage. Ah, bon. Pour l'équipe! Le meilleur pâtissier. 12 célébrités vont participer au concours de pâtisserie le plus célèbre de France pour confronter leur talent de pâtissier. Le premier principe, c'est de pas s'énerver. Aymeric Caron est antispéciste. Il présentera son bouquin Antispéciste dans l'émission à laquelle il participait en tant que chroniqueur. J'ai montré qu'on pouvait faire de la pâtisserie sans œufs et sans lait de vache. Donc j'explique à un moment, par exemple, que pour remplacer le blanc d'œuf, on le verra dans l'émission, je livre un petit scoop, on peut, par exemple, se servir du jus qu'on trouve dans des boîtes de pois chiches. Et ça pue le pois chiche ou... Pas du tout, c'est super bon. On fait pas d'omelette sans casser des pois chiches. L'ensemble de son œuvre est tourné sur la thématique de l'animalisme et de l'écologie. Ses convictions l'amènent à créer le 8 février 2018 un mouvement écologiste. Quand est-ce que vous créez votre projet politique et votre mouvement politique? J'ai pas dit que je pensais à créer mon parti politique. Le Rassemblement des écologistes pour le vivant. Rêve. Pour le respect de la planète, de tous ses habitants. Donc qui veut défendre les intérêts du monde vivant sous toutes ses formes. En juin 2019, il lance Komodo TV, première chaîne dédiée à l'antispécisme. Avec ce nouveau média, le journaliste veut se pencher sur les problématiques peu ou pas traitées par les médias traditionnels. Et je vous recommande de visiter ce site, c'est vraiment très très intéressant, il y a beaucoup de contenu. Pardon. Excusez-moi. Oh non. Non. Non, chers abonnés, voilà déjà un an que notre chaîne Sur le Vivant existe, une année durant laquelle toute l'équipe, le projet n'a pas réussi à fédérer un public suffisamment large, malgré l'aide précieuse apportée par le milieu associatif. Ce n'est qu'un au revoir. Et c'est vraiment dommage, car ce site proposait un très bon contenu. C'était une source d'information vraiment intéressante. Alors aujourd'hui, le site est encore en ligne avec quelques vidéos, mais par contre, toutes celles d'Aymeric Caron ont disparu. C'est dommage parce qu'elles proposaient une vulgarisation de certaines idées et c'était très bien synthétisé. Bon. Eh bien, nous allons passer alors à la présentation d'Antispéciste. Selon Aymeric Caron, l'antispécisme est le nouvel humanisme, une philosophie. Que l'antispéciste est un animal humain qui accepte dans sa sphère de considération morale les animaux non humains, qu'il n'existe pas de hiérarchie et que les animaux méritent des droits fondamentaux similaires aux humains, qu'il ne doit pas exister de relation de domination, qu'il doit y avoir une égalité de considération entre tous les êtres vivants, quelle que soit leur espèce. L'antispécisme serait la réponse la plus rationnelle face à toutes les révélations scientifiques ces dernières décennies dans la paléanthropologie, la biologie moléculaire, l'éthologie et la neuroscience. Sur les sciences nouvellement acquises et l'actualisation de la connaissance avec cette prise en compte de ses conséquences qui est la suivante. Le statut de l'animal doit être réhabilité, car l'animal a ou aurait les mêmes capacités à sentir et à ressentir la joie, la peine, la douleur, la crainte et la souffrance qu'un être humain. L'antispéciste doit se reposer sur 4 fondamentaux à respecter. Ne plus manger d'animaux, ne plus les enfermer, ne plus les torturer, ne plus en faire le commerce. Il considère qu'à l'inverse, les spécistes sont ceux qui ne considèrent pas les animaux également et qui considèrent les animaux comme des individus de rang inférieur. Que les animaux ont aujourd'hui une position similaire à celle de l'esclavage et que ce raisonnement reposerait sur les mêmes mécaniques, les mêmes fondements que le racisme. À savoir que ces individus ne sont pas des êtres doués de sensibilité ou de conscience. Le spéciste établira d'ailleurs que la souffrance des animaux non humains importe moins que la souffrance des humains. Et d'autre part, il crée des catégorisations injustifiées parmi les espèces en les répartissant entre animaux de compagnie, animaux de boucherie, animaux de loisirs, animaux sauvages, animaux nuisibles, espèces protégées, espèces à éradiquer. Au nom de ces différences de statut, le spéciste autorise des traitements différenciés à l'égard des espèces, alors que celles-ci présentent les mêmes facultés cognitives, les mêmes besoins physiologiques et donc la même capacité à ressentir la souffrance et le plaisir. Par exemple, le cochon et le chien présentent des caractéristiques physiologiques similaires.
et que pourtant le cochon se retrouve dans nos assiettes, alors qu'ils sont doués d'apprentissage social et de capacité à prendre des décisions en fonction d'une expérience personnelle. Émeric Caron définit les spécistes comme des animalo-sceptiques, comme il existe des climato-sceptiques, que l'intelligence qui est présente chez l'homme, qu'elle soit en acte ou en puissance, n'est pas un critère pertinent pour attribuer des droits fondamentaux, que la logique voudrait, selon Émeric Caron, que seule soit prise en compte la sensibilité de l'animal pour déterminer la protection à lui accordée, mais qu'aujourd'hui, seule l'utilité que nous lui attribuons est considérée, compagnie, loisir, utilitaire ou nutritif. Un antispéciste n'a aucune justification à la discrimination d'un être vivant en raison de l'espèce à laquelle il appartient, car l'homme évolue en élargissant sa sphère de considération morale. Émeric Caron l'illustre à travers ce schéma, sous forme de cercle évolutif. On peut constater que l'homme, grec et romain, assimile peu à peu au cours du temps les étrangers, les esclaves, les femmes, les homosexuels et les animaux non humains. Il définit cette vision comme anthropocentrée. L'homme en tant qu'espèce, et en particulier l'homme blanc hétérosexuel, qui se positionne comme étant au centre du monde, comme s'il était supérieur. Et il assimile cette réflexion comme étant la même que pour les géocentristes. Et là, Caron, par analogie ou à travers un habile raisonnement, à vous de choisir, nous renvoie en 1543, où Nicolas Copernic présente ses scientifiques travaux comme quoi la Terre n'est pas au centre de l'univers, que c'est le Soleil, face à l'Église, qui le condamnera. Vous avez compris, les spécistes seraient assimilés aux géocentristes quand les antispécistes sont assimilés aux héliocentristes, que ce serait le combat entre l'obscurantisme religieux face à la rigueur scientifique. Ainsi, l'anthropocentrisme doit être donc remplacé par le biocentrisme, qui accorde une valeur morale à tous les êtres vivants, même les plus primitifs. Les animaux demanderaient des droits qu'ils ne seraient pas en mesure d'exiger, et les animaux non humains devraient se voir accorder un statut juridique similaire à celui des enfants ou des handicapés, et les humains seraient leurs tuteurs et non plus leurs propriétaires. Caron développe une idée politique de son antispécisme qui est une forme d'écosocialisme, une synthèse de la pensée marxiste actualisée avec de l'écologie. Il revendique d'ailleurs une écologie essentielle profonde, comme pilier fondateur de l'antispécisme face à une écologie superficielle qui est l'écologie de toutes les politiques actuelles, mais on s'en approchera un peu plus tard. L'antispécisme s'inscrirait finalement dans un combat qui est celui de l'antiracisme, avec cette recherche d'égalité entre tous les êtres vivants, car le socialisme incarnerait la fin de toutes les oppressions, et nous le verrons un peu plus loin, l'antispécisme, selon Caron, est donc la révolution idéologique du XXIe siècle. L'humanisme doit d'ailleurs se renommer par anhumanisme. Développons sur son combat dans la révélation au monde de ses découvertes scientifiques. Caron explique que ce combat s'incarne par la bataille de l'information. L'information passe par la télévision, qui est un média important, un média de masse, mais tenu par des lobbies, que les annonceurs font vivre ces grands médias. Alors, c'est tout simplement la pub que vous voyez avant une émission. Une émission ramène de l'audience, la chaîne peut fixer un prix minimal sur ce créneau horaire pour qu'un annonceur se positionne pour pouvoir diffuser la publicité de son produit qui sera visionné par plusieurs milliers ou, dans le meilleur des cas, plusieurs millions de personnes. Mais du coup, il y a une symbiose entre les deux. Si le programme ne correspond pas ou ne correspond plus à un annonceur, il se retire pour une autre émission, voire pire, une autre chaîne. Et la chaîne en question va quand même vouloir garder ses annonceurs, ce qui est normal parce que ça lui permet de vivre. Ce que voudrait dénoncer Caron, c'est l'influence de certains annonceurs sur le contenu éditorial d'une chaîne. Selon Émeric Caron, beaucoup de personnes mangent de la viande et portent de la fourrure parce qu'elles ignorent la souffrance endurée par les animaux dans les abattoirs qui sont cachés du public. Et selon l'auteur, ces lieux d'exécution sont la honte de notre civilisation. D'ailleurs, Caron critique tout au long d'une page les journalistes qui mettent en scène une société du spectacle dans leurs travaux pour un lobbying de propagande qui méprise la vérité. Il dénonce des donneurs d'avis médiatisés ou ceux officiellement identifiés comme intellectuels et reproche que ces personnalités, ces essayistes éclairés, citent plutôt Péguy, Barrès que Malraux ou Sartre, qu'ils n'ont que des bonnes qualités oratoires et l'amour d'eux-mêmes. Il dira même que des chercheurs regarderont plus tard avec effarement le suicide français d'Éric Zemmour. Et ben voilà, vous venez de résumer la qualité de votre travail dans ce livre. Voyons, mais oui, merci monsieur le professeur. Sur cette lutte de l'information et de la désinformation, Caron rapporte un rapport réalisé par l'association L214 sur la souffrance animale en abattoir, qui se veut être un témoignage des conditions de vie des animaux destinés à l'alimentation. Émeric, la parole est à toi. L'association L214, qui est une association qui milite pour les droits des animaux,
contre l'exploitation animale sous toutes ses formes, et notamment dans l'industrie agroalimentaire, voilà. Il prend aussi pour référence un documentaire présenté par un narrateur dont il fait taire le nom. Si, je sais qui c'est François Morel. Ah, c'est François Morel? Ouais. Qui représente la vie des animaux dans la ferme, qui ne serait pas représentatif des conditions de vie des animaux que nous consommons. Oserais-je me glisser dans la tête d'une vache? Une vache normande. Pour un public élevé à Walt Disney. L'éleveur aime ses bêtes, les animaux sont humanisés, tout est sublimé et idyllique. C'est un conte de fées qui serait en vérité de la propagande pro-viande, car les animaux terminent à l'abattoir. On remarque à la fin du documentaire qu'il est financé par le ministère de l'Agriculture et la FNSEA, qui soutiendrait l'élevage intensif, et donc en opposition à ce qui est représenté dans le film. Émeric Caron évoque aussi le nombre de végétariens et végétaliens en parfaite santé, et dénonce la viande qui favorise certaines maladies, comme les maladies cardiovasculaires et les cancers. Le gouvernement s'explique par des raisons politiques et économiques, qu'il ne souhaite pas perdre un secteur économique prioritaire, car la France est la première puissance agricole de l'Europe. Émeric Caron affirme que nous sommes ignorants du monde végétal et animal, dont nous sommes de plus en plus déconnectés. Selon Émeric Caron, il y a 2 millions d'espèces connues dans le monde contre 10 à 20 millions inconnues. Caron souligne que nous sommes totalement déconnectés de la mort. Acheter et consommer un steak surgelé. Il est propre, sec, le sang est nettoyé, c'est méconnaissable. Et c'est vrai d'ailleurs, acheter des steaks surgelés, ça a été complètement modifié, ça a été reformé après avoir été broyé, ça ne ressemble plus à quelque chose qui vient de la nature, c'est empaqueté dans du plastique en fait. On ne comprend pas, on ne perçoit pas que cela vient d'un produit animal. D'ailleurs, Caron assimile le consommateur à quelqu'un qui aurait commandité un meurtre et qu'il est responsable de la mort de ces animaux non humains dans des conditions atroces. Il dit même que ce serait nécessaire pour les consommateurs de voir les conditions d'élevage qui leur apportent cette nourriture. Parlons de ces conditions d'élevage qui nous amènera vers le projet d'une transition vers une agriculture végétale totale. Selon Émeric Caron, 80% de l'élevage est industriel, intensif, dans des conditions concentrationnaires. L'auteur va traiter au cours d'un chapitre de l'état, de la situation de ces animaux dans les fermes-usines, où ils ne voient pas le jour, n'ont pas d'espace pour se mouvoir, sont mutilés ou s'entremutilent. Certains de ces animaux, qui sont séparés de leurs parents, seront tués au meilleur moment d'un point de vue rentabilité, comme les poules qui seront tuées 6 semaines alors qu'elles peuvent vivre 6 ans. On évoque le sort de tous ces animaux, vaches, veaux, poulets, lapins, les oies, les canards, les canetons et même les saumons. Il veut témoigner de la souffrance de chacun de ces animaux destinés à notre alimentation. Alors, on revient à l'enquête réalisée par L214 en 2016. Mais Caron va aussi apporter un regard attentif aux agriculteurs et à leurs propres conditions de travail. Caron différencie les industriels et les producteurs, qui sont des éleveurs victimes du système productiviste, des victimes du marché de la viande qui achètent leurs produits en dessous du prix de production. Poussés à cette performance de surproduction, les éleveurs sont finalement destinés à allonger leurs heures de travail, à travailler plus vite, avec des revenus plus faibles, qui entraînent des taux de suicide importants, et que cela entraîne des répercussions sur les conditions de vie de ces animaux. Caron va même vouloir dénoncer une grande coopérative française qui serait un industriel qui achète la viande aux éleveurs en faisant pression pour ne pas la payer trop cher, afin d'être concurrentiel à l'exportation. Il souligne que les producteurs indépendants sont en concurrence avec les producteurs des coopératives. La finalité du raisonnement de Caron est de dire que les animaux et les éleveurs sont les esclaves des industriels, en plus de l'ignorance des éleveurs qui ne connaîtraient pas leurs animaux. Les éleveurs doivent se joindre à la cause pour une transition vers une agriculture décarnée. En plus de cela, l'élevage est génératrice d'une pollution terrible. Il explique enfin que cette activité qui est tournée autour de la viande ne serait pas rentable et que la France survit d'ailleurs avec 10 milliards d'euros d'aides européennes. Il établit alors 2 rapports sur la productivité supérieure des végétaux et le caractère non polluant de cette activité. Il expose son plan au cours de quelques pages. Il présente les légumineuses qui sont riches en protéines, le rapport sur le coût de production d'une protéine végétale contre une protéine animale, qui serait d'ailleurs une denrée de substitution idéale. L'État pourrait prendre en charge cette transition avec les conditions de cette mutation. Et il évoque d'ailleurs que lors de l'abolition de l'esclavage, la France avait su indemniser les esclavagistes. On se tourne alors vers un autre débat. Au-delà de la faisabilité du projet, il explique en quoi une agriculture tournée sur les végétaux apporterait des rendements plus profitables pour l'économie, pour l'environnement et la santé contre l'industrie de la viande qui engendre la déforestation et détruit la biodiversité. Je ne rentre pas dans les détails, je vous laisse le découvrir.
Il dira que lorsque les industriels et les actionnaires auront saisi l'opportunité financière, ils soutiendront la cause et participeront à la libération animale. Caron avance un combat qui est politique. Cela va s'affirmer dans la deuxième partie du livre. Selon Aymeric Caron, la cause animale est une cause humanitaire. Cette lutte s'inscrit dans une logique globale et universelle de défense des plus faibles, et l'auteur dévoile un projet avec une dimension plus importante. Il va dénoncer les banques qui seraient la plus grande ramification du crime organisé au monde, les patrons, les PDG et les salaires et bonus à plusieurs millions d'euros qui sont à l'origine des injustices sociales et des inégalités, que les brigands qui sont au pouvoir ont fait passer leurs intérêts personnels avant la loi morale, que les néolibéralistes sont des bourgeois dotés d'un égoïsme décomplexé qui ont la volonté de détruire le contrat social. Selon lui, les riches ne mériteraient pas leur fortune. Il dit que le problème de répartition des richesses dans le monde découle des choix politiques. Caron cite alors La société des égaux de Pierre Rosson-Vallon, avec le consentement à l'inégalité, qui relève d'une crise morale ou anthropologique. Caron exprime son aversion du capitalisme, du néolibéralisme, de la concurrence qui entraîne le monde dans une consommation à outrance, qui détruit la nature et l'individu. Il réfléchit au bonheur, critique cette société de consommation dans laquelle nous évoluons et qui nous crée des besoins qui sont en réalité imaginaires et dispensables. Il critique cette société où les individus sont hiérarchisés par le statut social. Il s'attaque évidemment au nationalisme, au protectionnisme, la xénophobie, la tradition et les frontières. Il pense d'ailleurs qu'elles doivent disparaître. Pour lui, le partage est une obligation morale. L'entraide est pour lui une valeur essentielle. Aymeric Caron évoquera souvent la surpopulation comme étant un problème important. L'auteur fait référence à Pierre Kropotkin, anarchiste du XIXe siècle qui a écrit La morale anarchiste et qui s'appuie sur les sociétés du monde animal comme exemple. Et il fait l'éloge des valeurs que sont la compassion et la confiance, la solidarité, que ce sont les gages d'une civilisation épanouie. Voilà, l'empathie pour Caron est une nécessité. Il n'existerait pas de cause plus révolutionnaire que l'antispécisme. Il dit alors que l'antispécisme amène à l'écologie essentielle, qui s'incarne d'ailleurs à travers 8 principes développés par Arne Naes, que je vous laisserai découvrir. Il constate que tous les partis politiques se sont emparés de l'écologie, mais que la recherche du profit inhérent au capitalisme n'est pas compatible avec la véritable écologie. Le capitalisme vert n'existe pas. Et c'est ce que reprochent les éco-socialistes face à l'écologie politique. Il fera appel à René Dumont, militant éco-socialiste et anticapitaliste qu'il admire. Mais selon lui, aujourd'hui, même l'éco-socialisme a 3 défauts. Pouvoir conserver l'emploi des ouvriers et la préservation de la planète. L'éco-socialisme ne comprend pas le mouvement de libération animale et la fin de l'exploitation de tout animal sensible par l'homme en plus de l'homme. Donc vous l'aurez compris, pour Caron, l'écologie est au centre de sa politique, et pour que l'écologie existe, l'écologie essentielle, comme présentée par Arne Naes, elle doit être anticapitaliste, donc vraiment d'inspiration socialiste. Ce système est d'ailleurs ironisé, peut-être un peu vulgairement, moi je trouve ça très drôle, par la droite avec cette expression de pastèque. Ils vont voter pour des gens qui sont ce qu'on appelle des pastèques, c'est-à-dire des verts à l'extérieur et des rouges à l'intérieur. Quand vous voyez que la petite Thunberg explique que le problème c'est le patriarcat et le capitalisme, vous voyez ce qu'est l'écologie aujourd'hui. Pour Caron, l'antispécisme est la synthèse de 2 courants, du socialisme et du marxisme, car le socialisme incarne la fin de toutes les oppressions. Caron fait donc l'éloge d'une écologie essentielle, à ne pas confondre avec l'écologie intégrale. Donc une écologie profonde, soutenue, continuée par un marxisme actualisé. Je rentre pas dans les détails, au risque de dénaturer son idée, mais il défend une interprétation particulière du marxisme. Tout cela doit amener à une révolution politique et démocratique qui s'incarnera dans la biodémocratie. Et Caron présente dans sa biodémocratie, dans sa République du vivant, les fondements de ce qu'il estime comme étant une meilleure société, basée sur l'équilibre, le partage, le respect de toute forme vivante, la répartition des richesses et vivant en symbiose avec la nature, un monde d'entraide et d'égalité. Aymeric Caron écrit que l'antispécisme amène à l'écologie essentielle. Nous sommes sortis de la nature par l'éthique et l'écologie. L'éthique qui amène à prendre soin de la nature comme de notre enfant. Souvenez-vous, il avance que l'homme doit étendre sa sphère de considération morale, que l'antispécisme est issu de l'alliance salutaire entre les sciences et la morale. Penchons-nous donc sur l'éthique et la morale, piliers de sa pensée.
Pour simplifier son propos, Aymeric Caron considère la morale comme équivalent à l'éthique, et que pour établir un jugement éthique, nous utilisons des institutions morales. L'auteur fait quelque chose que l'on retrouve dans la morale anarchiste de Pierre Kropotkin. C'est la remise en question de ces institutions morales. Notre perception de la morale est-elle acquise ou innée? Peut-elle s'expliquer par un contexte historique ou culturel? Bon, pour certains, c'est évident. Il parlera d'éthique de réciprocité qui est au cœur de la réflexion anarchiste. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Quand bien même nos institutions morales nous amènent à considérer que ce n'est pas bien de maltraiter les animaux, mais que nous sommes constamment contredits par nos actions. Il estime que le monde est profondément amoral. Nous devons développer des analyses morales pour nous mettre en face de nos responsabilités. Il se revendique comme abolitionniste porté par le déontologisme défini par le sociologue allemand Max Weber avec l'éthique de conviction. Il affirme que l'homme a des devoirs moraux envers les animaux. C'est l'éthique animale, à ne pas confondre avec l'éthique environnementale. Il y a une dimension individuelle dans le premier cas, et dans l'autre, on retrouve une dimension plus générale, qui va être celle de la biodiversité et de son équilibre, et que la mort et la douleur n'entrent pas dans son champ de considération. Selon Caron, si les animaux ressentent la douleur comme nous, alors il est logique qu'ils aient les mêmes droits fondamentaux qui nous garantissent de ne pas souffrir. L'aptitude à ressentir la douleur confère des droits, et on verra que chez Digard, c'est très différent. La douleur et la souffrance ne sont pas la même chose, et que la nuance fait la différence. Caron fait appel d'ailleurs à Peter Singer, qui lui, en revanche, considère que le niveau intellectuel définit une valeur plus élevée à l'individu, que sa capacité de faire des projets, à avoir une conscience, le fasse monter dans une échelle de valeur. Singer dit que l'on peut tuer 10 singes si l'on est sûr de sauver 100 hommes. Et qu'un singe ou un cochon en pleine santé a plus de valeur qu'un humain avec le cerveau endommagé. Bon, je suis plutôt d'accord, mais on en reparlera plus tard. Selon Caron, on comprend qu'une conscience accrue et des capacités cognitives élevées offrent à celui qui les possède un potentiel d'émotion et de réalisation plus important. Encore faut-il être capable de déterminer le niveau réel de cette conscience et de ses capacités cognitives chez les espèces non humaines. Et là, Digard sera d'accord. Caron pense que toute vie est sacrée. Que toute vie est sacrée si l'on est sûr que cette vie a la capacité de profiter d'elle-même. Cette phrase suscite des milliers de questions et elle est pour moi d'une importance capitale. D'ailleurs, selon lui, si nous sommes autant en retard en France, c'est à cause de notre vision anthropocentriste, de la tradition, des lobbies, etc. Sa réflexion sur l'éthique et la morale est plus complexe. Je ne vais pas la développer au risque de réaliser un essai philosophique sur la morale. Passons maintenant au point de vue de Jean-Pierre Digard. Jean-Pierre Digard est directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l'Académie d'agriculture de France. Il a développé 2 spécialités, l'ethnologie de l'Iran et l'anthropologie de la domestication animale et des relations hommes-animaux. Digard met en avant un point intéressant. Chez les antispécistes, l'animal s'écrit au singulier, avec une majuscule en alter ego avec l'homme, qui est entendu au sens d'espèce Homo sapiens. On entend souvent chez Caron l'animal au singulier, comme si c'était une espèce à part entière. En réalité, il existe une dizaine de milliers d'animaux, et qu'ils ne peuvent pas être traités de manière identique. C'est la diversité du règne animal. Bon alors Caron reconnaît évidemment qu'il existe des diversités biologiques, mais attention, c'est sur ce point que Digard va développer son idée et une contre-argumentation sur l'antispécisme, qu'il considère comme une faille scientifique. L'animal est défini comme un être alors que c'est une collectivité d'espèces qui n'ont rien à voir entre elles. Selon Digard, le mot antispécisme, qui est calqué sur celui d'antiracisme, pour l'espèce humaine, sont 2 notions qui n'ont rien de comparable, alors que l'absurdité du racisme tient à l'existence des races dans l'espèce humaine. Je me permettrai de rajouter que le racisme tenait une sorte de science idéologique qui établissait une hiérarchie entre les races, avec une race supérieure que vous connaissez et qui était dans cet imaginaire lézardien. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes tous des Homo sapiens et qu'il a existé différentes espèces appartenant au genre Homo. Voilà. Et que le schéma de l'évolution ressemble à ça et pas à ça. Le spécisme est absurde à l'inverse parce que les espèces existent bel et bien et qu'elles ont un contenu biologique qui dresse entre elles des barrières génétiques infranchissables, sauf rare cas d'hybridation. Digard exprime sa méfiance vis-à-vis de certains chercheurs du bien-être animal qui seraient coupés du monde réel, ne connaissant ni l'élevage, ni les éleveurs, ni les animaux d'élevage. Qui, au-delà des recherches réalisées en neurosciences et en biologie moléculaire, ces chercheurs en éthologie tirent des conclusions qui ne seront pas partagées par le monde scientifique. Ils ne partagent pas non plus tous leurs résultats sur les facultés cognitives et sensorielles. D'ailleurs,
Je vous renverrai vers cet échange qu'entretient Digard avec Christen. Il prend pour exemple une thèse soutenue en 2008 à Strasbourg, où il existe d'ailleurs une formation en droit animal et en éthique animale soutenue par Caron. Ayant observé une troupe de macaques à la recherche de nourriture, la troupe hésite entre un arbre fruitier et un point d'eau, puis se scinde entre les deux directions. Et enfin, se regroupe, la troupe minoritaire ayant rejoint la troupe majoritaire. Selon Digard, c'est mal connaître les animaux que de s'étonner de telles aptitudes, comme vu plus haut. Et pour revenir à la biologie, c'est aussi mal connaître l'homme que de le comparer à des animaux fussent-ils supérieurs. Il explique qu'il y a un profond hiatus qui sépare les espèces animales les plus évoluées de l'espèce humaine. Cette dernière est en effet dotée d'un cerveau énorme de 1,4 kg pour 1450 cm3, riche en substance blanche, la myéline, qui favorise les connexions, pourvu de nombreuses circonvolutions qui donnent un cortex d'une surface comprise entre 1 et 2 mètres carrés. Cerveau qui consomme à lui seul 20% de l'énergie du corps humain, et je ne rentre pas plus dans les détails. Entre l'homme et les animaux, il y a bien sûr un continuum biologique, tout aussi sûrement un saut évolutif qualitatif aussi bien que quantitatif. Que le premier doit à un processus continu d'évolution séparé étalé sur au moins 5 millions d'années. Les plus intelligents ou les mieux entraînés des chimpanzés ne connaissent pas et ne connaîtront jamais ni langage articulé, ni pensée réflexive, ni culture au sens anthropologique, ni art, ni science, ni érudition, ni système politique construit. Et soit dit en passant, c'est ce même processus évolutif qui a fait d'Homo sapiens une espèce omnivore. C'est ainsi que la conscience naît, en tout cas notre niveau de conscience. Il explique que l'argument favori des animalistes est que l'homme et le chimpanzé présenteraient 98% des gènes communs, en oubliant les 2% de gènes codants qui font toute la différence. On est dans ce qu'il considère comme de l'obscurantisme, lui aussi. Il s'inquiète encore plus lorsqu'il constate que certains reconnaissent une intelligence aux plantes. Et il y a un moment, je crois qu'Aaron, il sous-entend où il évoquerait un petit peu que les plantes auraient leur esprit. Bref. Cette supériorité, cette domination que l'homme exerce dans son milieu naturel est le résultat d'un processus ininterrompu d'évolution séparé sur au moins 5 millions d'années. Et que ce n'est pas un credo créationniste, mais un constat scientifique. L'évolution n'est pas une théorie, mais un fait. Seule l'espèce humaine détient, en raison d'aptitudes qu'aucune autre espèce ne possède, la faculté de s'organiser, bien ou mal, mais consciemment de se projeter dans le futur pour modifier, détruire ou sauvegarder son environnement. C'est là où Caron est, à mon sens, très malin, parce qu'il ne remet pas en question l'évolution, le développement de l'humanité et la chaîne alimentaire. Parce que la faiblesse de son raisonnement, enfin, du moins ses limites, je pense, pourrait se trouver ici. Alors, il l'évoque sur des plateaux télé, hein. J'ai pu le voir de nombreuses documentations qui se revendiquaient aussi scientifiques, comme quoi l'homme n'était pas un prédateur, ou qu'il avait le niveau de prédation d'un anchois. Bon, on verra ça plus tard. Revenons sur le fait de placer l'homme au même niveau que les animaux. Selon l'auteur, l'anthropomorphisation des animaux est plus visible dans notre quotidien que crédible, que ça tient à du romantisme. Avant tout, Digard définit que les relations que les humains entretiennent avec les animaux sont éminemment culturelles. Elles varient d'une région à une autre, d'une époque à une autre. Par exemple, en Chine, il y a des marchés aux chats et aux chiens. Dans l'ancienne Égypte, le chat était considéré comme une divinité. En Roumanie, dans les années 90, sous Ceausescu, on mangeait du chat, parce qu'on n'avait rien à manger. En Inde, les vaches sont sacrées. Chez les bouddhistes, un insecte est sacré. Et Digard nous explique que, comme ça, le statut des animaux a évolué au fil du temps en France. Celui du chat, qui était à la base un utilitaire contre les rongeurs, comme celui du chien, qui était celui des bergers ou des chiens de défense. Et même celui du cheval, qui est devenu un loisir. Nous avons donc aujourd'hui 3 types de relations. Des relations effectives, d'élevage et d'utilisation d'animaux de rente, élevés pour leurs produits et ou pour leurs services. Relations qui sont généralement le fait de professionnels, voilà, donc les éleveurs, les dresseurs, etc. Il y a des relations effectives, à dominante affective, avec des animaux de compagnie, comme vous et moi, comme moi avec mon chat. Des relations fictives, imaginées et conçues comme un idéal à atteindre par les divers courants à la mouvance animaliste. Alors, comment sommes-nous arrivés à cette vision fictive? Selon l'auteur, la première étape a été en partie développée par l'explosion de ce phénomène qui est celui des animaux de compagnie. 30 millions en 1960 et 62 millions en 2014, c'est le nombre d'animaux qui ont rejoint nos foyers. Les animaux de compagnie sont un modèle culturel hégémonique invasif. Digard rappelle au cours de ses interventions que le statut de l'animal domestique et de compagnie n'est quelque chose d'absolument pas imposé par l'homme. Les buffles, vaches et cochons
Perruches, chiens ou chats se sont laissés domestiquer. Ce que nous avons avant tout imposé aux animaux, ça a été de ne pas les laisser à leur comportement naturel. Le chien a été domestiqué pour éviter qu'il ne nous morde. Selon l'auteur, au fil du temps, ces animaux ont été anthropomorphisés, un peu grâce à Walt Disney. Ils font partie de la famille et sont traités comme des enfants, voire même comme un compagnon idéal pour les individus isolés. Et on constate la part du budget a augmenté pour les soins vétérinaires et pour la qualité de la nourriture que l'on peut leur donner. Selon Digard, c'est le fait d'une population qui s'est urbanisée et coupée de ses racines rurales, paysannes. La connaissance de l'animal ne passe qu'à travers l'expérience du chat et du chien globalement, et qu'une confusion réelle se crée entre les animaux de compagnie et les animaux domestiques. Le cheval a d'ailleurs quitté la sphère utilitaire pour celui de loisir. Pour l'une de ces raisons, les boucheries chevalines commencent à disparaître. D'ailleurs, j'en ai pas vu depuis longtemps, je crois que j'en ai jamais vu d'ailleurs. Ce sont encore une fois les peluches, les dessins animés et même certains documentaires animaliers qui transforment notre vision de l'animal domestique et de compagnie. Oui, Caron le dénonce aussi. Notre vision de l'animal sauvage est fausse aussi. Tout est vu à travers le prisme déformant de l'animal de compagnie. Plus précisément, les animaux sauvages occupent aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif occidental, une position symétrique et inverse à celle des animaux de compagnie. Symétrique parce que les deux catégories d'animaux jouissent d'un statut culturel élevé. L'image des animaux sauvages est utilisée à des fins de divertissement commercial. Et on s'imprègne par projection de la relation que nous avons avec les animaux de compagnie. Ils ont un statut dans l'univers collectif qui est imaginaire et associé à des relations que nous avons avec notre chat et notre chien. Digard considère finalement, comme Caron, que nous sommes déconnectés du monde naturel, d'une certaine manière. Et c'est un écart qui ne cesse de se creuser entre les animaux de rente et les animaux de compagnie. On va se trouver avec des animaux de compagnie survalorisés par rapport à d'autres animaux qui sont en effet beaucoup moins considérés, et comme ces animaux en abattoir. Mais l'anthropomorphisation est dangereuse, car, encore une fois, elle nous déconnecte de la réalité. Digard insiste là-dessus. Alors Caron fait référence à la déclaration de Cambridge sur la conscience du 7 juillet 2012, signée par Stephen Hawking. Alors, Stephen Hawking. En fait, Digard ne semble finalement pas vraiment réfuter le fait qu'il existe une forme de conscience. Il met en doute le degré de conscience qui existe vraiment entre les différentes espèces animales. Et d'ailleurs, il se penchera sur la différence entre la souffrance et la douleur. Mais Digard, lui, va évoquer la publication d'un manifeste signé par 24 intellectuels médiatisés, mais qu'il considère comme non compétents sur le sujet. Un paléoanthropologue, un astrophysicien, un psychiatre autoproclamé, un éthologue, un romancier, un moine bouddhiste et des philosophes. Alors que l'on parle de science et que pour ceux qui sont spécialistes, ils ne sont spécialistes que dans leur domaine et pas celui des autres. Pour lui, il ne s'agit que d'opinion. Et l'auteur va lui aussi dénoncer une dérive médiatique, comme Caron. En fait, Digard reproche l'inverse aux médias. Dès lors qu'une personne a acquis une certaine renommée dans un domaine spécifique, elle est sollicitée pour donner son avis sur des sujets où précisément son avis n'est rien d'autre qu'une opinion. On donne la parole à des personnes médiatisées mais pas compétentes et qui changeront d'ailleurs d'opinion lorsque le vent tournera, alors que la pensée scientifique, non. Tout ça dans un souci d'audience. Et oui, Caron dénonçait ces donneurs d'avis médiatisés. Alors je le précise, Caron est un journaliste. Alors il a assurément peut-être une compétence et des connaissances sur ces domaines, mais est-ce qu'il est vraiment légitime? Bref, Digard déplore les députés qui se laissent influencer lors du vote des lois. Il prend l'exemple de l'amendement Glavany, qui accorde plus d'attention aux pétitionnaires et aux lobbyistes, et oui, parce que les lobbies de la viande existent, les lobbies céréaliers aussi. Et ils ont compris l'opportunité financière de ces courants animalistes. Paul Ariès le développe très bien. C'est tout ce qu'aime et déteste Caron en même temps. Les députés devraient plutôt être attentifs aux scientifiques et aux éleveurs, alors que, non, en fait, ils se gardent bien de les consulter, parce que les éleveurs représentent seulement 1% de la population française. C'est donc un poids électoral négligeable. Bon, les véganes représentent 1% de la population, et 4% pour les végétariens, donc bon, voilà. Digard regrette cette pression animaliste et souligne parfois qu'ils sont pleins de contradictions et qu'ils rendent les règlements et les lois souvent absurdes et inapplicables.
Voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du sujet avec des lois, on dériverait un peu du sujet. En fait, Digard regrette comme Caron que l'information ne soit pas bien diffusée au public, mais il ne parle pas de la même information du coup. Parlons élevage. Digard reconnaît comme Caron que l'élevage reste une activité économique soumise à des contraintes concurrentielles très fortes en France. Pour Digard, il existe, d'une part, et comme on l'a dit précédemment, la surprotection des animaux de compagnie et la surexploitation qui est due aux contraintes des agriculteurs pour les animaux d'élevage. Alors, ces différences sont très importantes dans notre vision. Les agriculteurs sont aussi victimes d'une politique économique agricole terrible. Pour l'élevage industriel, Digard considère que certains se projettent à la place des animaux inconsciemment, et il considère que la réalité est noircie par la généralisation de faits isolés. Alors, que ce sera une technique trompeuse des animalistes qui consiste à sélectionner des faits révoltants dans des élevages insalubres et ou irrespectueux des animaux, avec des conditions indignes de transport d'animaux vivants, des actes de violence, de barbarie, sur des animaux qui sont injustifiés, qu'ils réussissent à leur donner une vaste résonance via les réseaux sociaux et les médias en les assortissant de commentaires donnant à penser qu'ils sont représentatifs de la réalité quotidienne des productions animales. Il dit d'ailleurs que l'association L214, qui s'est faite une spécialité de ce genre d'opération, ne précise jamais combien de temps durant, combien de mois elle a dû attendre derrière ses caméras clandestines avant de parvenir à filmer de telles scènes. Car la vérité est tout autre selon Digard. Dans leur écrasante majorité, les personnels qui travaillent avec les animaux sont des professionnels compétents, en demeurant mal payés, et qu'il est indigne de les accuser d'esclavage et de meurtre prémédité. Parlons de la viande et de notre consommation. Il dit que la viande peut être cancérigène si, en effet, on en mange trop. N'oublions pas que nous sommes omnivores. Il faut manger de la viande, mais de qualité. Si naturellement la viande était mauvaise pour notre organisme, eh bien gustativement, nous n'aimerions pas ça. Le plaisir gustatif est certes une revendication pour manger de la viande qui n'est pas suffisante pour Caron. Mais l'étude de l'origine du plaisir est aussi intéressante. Allez, par exemple, pourquoi voit-on en couleur? Eh bien, on assimile instinctivement la couleur rouge à quelque chose de mûr. Cela nous a permis de faire la différence entre un fruit comestible et un fruit qui ne l'était pas encore. Alors après, il y a l'odorat qui vient comme ça. Mais ça, c'est un point commun, par exemple, que nous avons avec nos cousins les singes. Nos cousins les singes, à qui il arrive parfois de charogner de la viande. Enfin, Digard va s'opposer aux différents plans qu'il existe de transition vers une agriculture décarnée et 100% végétale. Il présente lui aussi les raisons pour lesquelles ces fondements ne sont pas réalisables et que les individus en faveur de cette transition taisent volontairement des faits qui pourraient mettre à mal leur théorie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Paul Ariès en parle très bien. À propos, Digard reconnaît que la surpopulation est un facteur très important et que ce ne serait pas une alimentation décarnée qui va permettre à tout le monde de survivre. Pour lui, la seule protection des animaux qui s'impose à nous, car c'est la seule vitale à grande échelle et dans la longue durée, est celle qui concerne les populations animales, les espèces naturelles ou races domestiques dont la disparition entamerait la biodiversité de notre avenir. Vous l'avez reconnu, c'est de l'éthique environnementaliste. D'ailleurs, Jean-Pierre Digard souligne que l'homme, qui détruit la planète, qui est un monstre, protège aussi beaucoup ses terres. Il s'oppose donc au plan type de transition agricole que propose Caron et refuse le fait que l'élevage est une calamité écologique et sanitaire. Mais ce serait plutôt le contraire qui le serait. Alors, pour protéger la biodiversité, Digard estime qu'il faut éradiquer des espèces invasives implantées accidentellement dans un milieu qui n'est pas le leur, comme le ringondin ou les chats en Australie, parce que ces espèces peuvent limiter le développement des espèces protégées et perturber son environnement, quand Caron estime que non. Parlons politique. Digard explique que l'idéologie animaliste s'est peu à peu érigée en une sorte de politiquement correcte, qui n'est sans contradiction entre un public plutôt bienveillant envers les animaux assimilés aux animaux de compagnie et des consommateurs enclins à payer plus cher des produits d'animaux élevés autrement. L'auteur identifie le positionnement très à gauche des animalistes. Il explique l'évolution de cette pensée qui est due aussi à l'avancée d'un capitalisme qui a abîmé des valeurs humanistes, qu'il y a une idéalisation romantique de la nature, par l'entrée de l'Occident dans la post-modernité, caractérisée par l'hyper-relativisme, pour lesquels tout se vaut ou tout est jetable.
par le changement, pour le changement, par le brouillage généralisé des différences entre les sexes, entre les générations, entre les libertés, la montée de l'individualisme, etc., etc. Le courant philosophique animaliste s'inscrit dans celui plus large de la philosophie écologiste qui considère que nous ne pouvons plus séparer ce qui relève des actions humaines et de ce qui relève des forces naturelles, d'où la nécessité d'une morale non anthropocentrée, un peu dur, qui promue la nature au rang de sujet à respecter. Profession de foi de ce qu'on pourrait qualifier, encore une fois, de romantisme post-moderne selon Digard. Parlons morale. Caron est porté par la morale anarchiste, une morale actualisée avec ce qu'il considère comme des avancées scientifiques. Avec cette éthique de réciprocité basée sur l'empathie, il se revendique comme abolitionniste déontologiste, et donc formulé par Weber comme l'éthique de conviction. Que l'antispécisme est une science morale. Digard, lui, est porté par l'éthique de responsabilité, et l'éthique de responsabilité attentive, elle, aux tenants et aux aboutissants pratiques de ces préceptes. Bon. Vous vous en doutez qu'il y a beaucoup plus de nuances. Bon, déjà, les welfaristes sont conséquentialistes. Digard n'est pas antispéciste welfariste, conséquentialiste, mais il revendique son raisonnement moral ainsi. Alors Caron considère que nous avons donc des devoirs moraux, qu'il faut respecter en toutes circonstances. Selon lui, la raison nous oblige à ne pas tuer ou faire souffrir les animaux. Digard est porté par l'éthique environnementaliste quand Caron est porté par l'éthique animale. Mais pour Digard, en tant que conséquentialiste, la science et la morale ne se situent pas sur le même plan. La science elle-même n'est pas morale. Ce qui relève de la morale, c'est l'usage que les hommes choisissent de faire des résultats scientifiques. Mais pour lui, le débat est vidé de sa substance. Il n'est pas admis par les animalistes que la science et la morale ne se situent pas sur le même plan. Et le débat, selon lui, aurait du sens s'il était mené avec sérieux, rigueur et réalisme, au lieu de se fonder sur des discours idéologiques revêtus de ce qu'il considère comme des oripeaux pseudo-scientifiques, comme des modes intellectuels mais pas scientifiques. Pour lui, la morale non anthropocentrée est du romantiste post-moderne pur. Pour Digard, les thèses antispécistes sont fragiles sur le plan moral et inutiles sur le plan juridique. Elles ne tiennent pas compte des différents degrés de la nociception, douleur et souffrance qui sont des choses proches mais différentes. La douleur est une sensation physique. La souffrance, une sensation psychologique et morale. Selon lui, il y a une méconnaissance profonde de l'homme et une anthropomorphisation des animaux. Alors, l'un des éléments que Digard regrette, c'est que les animalistes, et plus largement les écologistes, distillent en effet dans la société une conception péjorative et pernicieuse de l'homme comme d'un être malfaisant, éternel prédateur, indifférent au sort des autres espèces, grand ravageur de la biodiversité. Or, et selon Digard, nous ne devons aucun droit aux animaux en tant qu'individus sensibles ou non. De tels droits seraient, au demeurant, absurdes et illusoires. Leur attribution ne saurait en effet aller sans les devoirs correspondants et sans la reconnaissance chez les animaux d'une conscience équivalente à celle des humains. Reconnaissance dont l'une des conséquences logiques pourrait être par exemple le retour à des procès d'animaux, comme il s'en pratiquait au Moyen-Âge. Alors, en fait, il utilise les mêmes références pour se contredire, hein. Caron et Digard, Max Weber, le procès, l'obscurantisme, les procès d'animaux. Bref, c'est pour ça que Caron disait qu'il faut bien les considérer comme des enfants ou des handicapés. D'ailleurs, les enfants nous obéissent comme des animaux de compagnie. Mais est-ce qu'une société humaine qui accorde des droits particuliers à des enfants ou des handicapés qui appartiennent à l'humanité serait en capacité à assumer une majorité d'animaux? Selon Digard, l'antispécisme qui s'est mué en espécisme anti-humain, et ça, on le ressent dans la haine que Caron peut avancer parfois quand il regarde les hommes, le dégoût qu'il éprouve pour son espèce, pour ce monde de l'argent. J'ai envie de dire personnellement que ça se remarque de façon plus terrible chez les activistes qui se sont réjouis parfois du Covid-19, qui se stérilisent ad vitam aeternam et par extension veulent se suicider, faire un suicide écologique. Enfin bref. Alors voilà, bon, c'est peut-être des exceptions, hein, je généralise pas. Digard considère que ces fanatiques rejoignent la cohorte des pensées extrêmes et qu'ils prolifèrent sur le terreau des inégalités sociales et des ratés des systèmes économiques et politiques mis en place. Digard estime que le premier devoir de l'homme est de respecter les animaux et pas l'animal. Il faut bien faire la distinction entre ces espèces et c'est en cela que le spéciste serait plus respectueux des animaux que l'antispéciste. L'homme a pour deuxième devoir de protéger la faune sauvage, animale et végétale.
Et avant de conclure et de vous donner mon point de vue, on va passer au point Godwin. Dankeschön. Aussi surprenant que cela puisse paraître, j'ai rarement lu sur un sujet de société qui nous ramenait autant au Troisième Reich. Dans les deux camps, chacun s'accuse ou fait référence au nazisme. Bon, je ne pense pas que cela ajoute forcément beaucoup de substance au débat, mais je vais vous en parler quand même parce que ça me fait plaisir. Aymeric Caron va mettre en scène plusieurs expériences de pensée. On devra choisir entre sauver un petit chien ou sauver des gros nazis sur un bateau qui coule. Les élevages, c'est des camps de concentration, quand les abattoirs sont des camps d'extermination. Et que nous pratiquons et entretenons un génocide comme les nazis. Bon, il dit quand même de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais il en joue beaucoup. Jean-Pierre Digard rappelle aussi que Hitler était végétarien et qu'aucun régime politique n'eut une législation plus favorable que le Troisième Reich. Pour les animaux non humains, faut le savoir. Paul Ariès, dans Lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser, va même aller plus loin, décrivant le gouvernement du Troisième Reich comme étant pro-végétarien, que le fanatisme et le caractère véhément de certains de ses militants sont assimilables au fanatisme et à la radicalité du Troisième Reich. Ce qui pourrait être intéressant, ce serait de se demander si les nazis avaient une vision réellement anthropocentrée. Oui, si on considère pour eux que certaines races humaines étaient inférieures aux animaux, oh là là, bon, méfiance avec ces raisonnements. Il y a plein de réflexions de la sorte chez les uns et chez les autres. Les nazis sont définis par le mal absolu, donc par sophisme. Les lecteurs peuvent se retrouver tout simplement piégés intellectuellement. Je pense que c'est pas une très bonne idée, en fait. Passons maintenant à la conclusion. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'identifier les points de désaccord profonds. Selon moi, l'affrontement, le débat entre les deux camps, semble s'articuler autour de trois fondamentaux. Ils sont scientifiques, moraux et idéologiques. Pour la science, alors pour les uns, les animaux sont doués de conscience et ils ont une certaine capacité à ressentir la douleur et la souffrance. Les antispécistes disent sentient. Pour les autres, le degré de conscience n'est pas du tout la même, et la souffrance n'est pas la douleur. Il n'y a pas de consensus scientifique entre les deux camps sur la neuroscience, la biologie, la paléanthropologie et l'éthologie. Chacun se revendique de la science et accuse l'autre d'obscurantisme. Le désaccord se prolonge sur les problèmes et les solutions à apporter à ces problèmes. Il y a des divergences sur la pollution, que ce soit dû à une agriculture carnée ou décarnée, la faisabilité d'une transition, d'un pivotement d'une agriculture d'élevage vers une agriculture végétale et les répercussions de chacune de ces activités agricoles sur l'environnement. La capacité à produire pour une population qui explose démographiquement. Et il y a cette question sur le nombre de fermes-usines avec ces conditions d'élevage pitoyables. Alors, les chiffres avancés ne sont pas partout les mêmes. Et ensuite, il y a la question du bien-être animal qui en découle. À partir de quand commence un mauvais traitement? Alors, pour les uns, cela pourrait commencer à partir du moment où l'on a le projet de tuer. Et pour d'autres, le bien-être animal est respecté lorsque l'animal n'éprouve que de la douleur lorsqu'il est mis à mort. Alors, les uns diront que les autres ont une vision anthropocentrée et les autres diront que leur vision est déformée par l'anthropomorphisme ou l'animisme. Pour la morale, les considérations morales ne sont pas les mêmes. Pour les uns, la science doit nous investir d'une moralité, et pour les autres, la science ne nous incombe pas de devoirs moraux. En revanche, le débat s'inscrit à travers l'éthique et la bioéthique. Bon. Et là, c'est les peuples qui en font ce qu'ils veulent en fait. Enfin, c'est là que le débat peut s'avérer aussi essentiel. Pour l'idéologie, alors toujours à travers le livre de Caron, l'antispécisme est une forme d'écosocialisme, d'anarchisme vert. Plus que ça, c'est l'écologie essentielle, qui se revendique comme étant portée par la science et la morale, là où les autres ne sont pas d'accord. La science n'est pas une idéologie politique et n'a pas de relation avec la morale, car c'est l'étude des faits. Bon, passons à ma partie préférée, et peut-être la moins importante,
C'est mon point de vue. Alors vous allez me dire, mais qui c'est lui pour donner son point de vue? Mais rassurez-vous, je ne suis personne. La valeur de mes idées personnelles n'a pour seule légitimité que l'intérêt que vous allez pouvoir leur porter. Je tiens évidemment à vous dire que je ne cherche pas à vous convaincre ou à ébranler vos convictions. Dans un autre cas, peut-être les conforter ou les renforcer. Je vous invite surtout à y réfléchir avec moi. Avant tout, j'ai trouvé le livre d'Aymeric Caron passionnant. Il écrit très bien, c'est très intéressant. Et là, je vais rejoindre Yann Mox et Léa Salamé lors de la présentation de l'essai de M. Caron dans On n'est pas couché. Il est très intéressant parce qu'il nous questionne. Le livre est absolument passionnant parce qu'il est radical. Ce livre nous invite à réfléchir et il est bien parce qu'il est radical. On apprend beaucoup de choses, on apprend des idées. Je reconnais certains éléments comme étant essentiels et d'autres comme profondément biaisés. Et on va y venir. Comme Caron Edgar, je le reconnais par exemple. La surpopulation, c'est un enjeu important et dramatique. C'est un enjeu majeur et les politiques d'enfants uniques sont, je pense, assez intéressantes. Il y a plein d'autres questions que l'on doit se poser. En revanche, les éléments que je peux regretter chez Caron, c'est souvent la volonté de faire culpabiliser son lecteur, de l'incriminer, de vouloir lui faire haïr son espèce. Je regrette aussi que quelqu'un qui revendique sa pensée comme étant basée sur des fondements scientifiques, rationnels, apporte, et en particulier au début du livre, autant de spiritualité. Ça me paraît incohérent et discréditant. Il injecte des références mystiques comme le hasard de la réincarnation. Alors, pour moi, il me semble tiraillé entre la rigueur scientifique et la poésie fantastique, à quelques moments. Avec Caron, on oscille souvent, à mon sens, entre le sophisme et l'analogie. Antiracisme et racisme, versus, ou plutôt en comparaison, antispécisme-spécisme. Ce qui est terrible, car ainsi on peut soutenir n'importe quelle cause, idéologie, avec ce raisonnement, avec cette stratégie comme base de départ. Bref. Alors, il faut respecter toute forme de vivant sous certaines conditions, si l'individu est capable de jouir vraiment de son existence. Mais le débat est très important. Il se montre en faveur de l'avortement. C'est un sujet qui me semble important. Lui, qui estime que l'on ne peut pas juger de la vie d'un animal comme le poulet, et que pour certains, on ne peut pas être en capacité de mesurer le désir de vivre, comment peut-il mieux juger le désir de vivre d'un fœtus? Enfin bon, voilà, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Enfin bon, le débat existe. Mais par exemple, pour revenir rapidement sur les analogies et sur les raccourcis qu'il peut faire, il le fait très bien avec Copernic, mais il nous parle aussi des dangers de la consommation de la viande, et notamment des épidémies. J'ai trouvé ça très malin, surtout en ce moment avec le Covid-19. Je ne veux pas remettre en cause évidemment les conditions sanitaires qui jouent justement sur le caractère viral de certaines épidémies, mais je peux jouer à ça moi aussi. Saviez-vous que la plupart des drogues sont produites à partir de végétaux? Saviez-vous que l'alcool, qui est la première cause de mortalité sur la route, a été produite à partir de la fermentation de raisin? Mais saviez-vous que l'alcool frelaté peut être mortel? Et vous savez quoi? On fait de l'alcool à partir de la fermentation de végétaux. Bon voilà, c'est stupide. Passons par la première porte, pour illustrer mes points de vue. Je suis manifestement spéciste ou omnivore, enfin bref. Mais je suis et je serai un spéciste un peu particulier. J'établis véritablement une hiérarchie bien connue entre les espèces basée sur la chaîne alimentaire, que je vais évoquer même plus loin, mais je ne raisonne pas seulement en tant qu'espèce, mais en tant qu'individu. J'estime que certains humains peuvent mourir en fonction de certaines situations, et qu'un animal en pleine forme doit vivre. Alors ça va de l'euthanasie à la peine de mort pour certains individus qui le mériteraient. Et oui, il y a des condamnations qui nous permettent d'être sûrs qu'un individu ne va jamais recommencer. Ça peut être aussi à travers des choix et des décisions terribles que l'on peut être amené à prendre. Allez, par exemple, comme Caron, mon immeuble est en feu. Je dois foncer pour sauver des gens. Le premier individu que je vais sauver, c'est mon chat. Si à côté, c'est la petite vieille de 123 ans, aveugle, avec une jambe de bois, qui m'insulte quand je la croise parce qu'elle est sénile. En revanche, si c'était un bébé, la question ne se poserait pas. Je sacrifierais, à mon grand désespoir, mon pauvre chat. Et d'ailleurs, vous savez quoi? J'admire le statut qu'avaient nos félins dans l'ancienne Égypte. Les chats étaient des demi-dieux, et tuer un chat était passible de la peine de mort. Mais dans notre société moderne, dans notre société française, peut-être européenne aussi, ce compagnon a de nouveau une place particulière. Et je suis réellement choqué quand je vois un espèce de débile qui s'amuse à projeter un chat contre un mur pour pouvoir le tuer. Vous voyez, ce genre de type, il mériterait... Salem, le canapé!
merde. Et pour aller plus loin, un ours qui tue un homme dans les montagnes, l'ours est finalement sur son territoire. On ne peut pas juger un ours et se dire qu'il doit payer une dette à notre société, parce qu'il ne fait pas partie de notre société. Le mec a le droit de se défendre avec un fusil. Mais bien sûr, faut pas oublier qu'on souhaite préserver cette espèce, préserver cette biodiversité. L'ours était juste sur son territoire. Par exemple, la corrida, je connais très mal cette pratique, je ne sais pas si je suis pour, je ne sais pas si je suis contre. Mais Caron précise que l'on parle d'accident quand c'est le torero qui se fait tuer, alors qu'à la base c'est un duel. Moi je pars du principe que le mec a joué et il a perdu, voilà c'est tout. Tiens, je reviens sur la peine de mort. Un cas qui aurait pu être passible de la peine capitale. Un mec, un soir, qui tabasse sa femme à coups de poing jusqu'à lui disloquer le crâne, qui l'emballe dans une bâche en plastique, la fout dans son coffre et l'asperge d'essence au milieu de la forêt. Et fait semblant de chercher le lendemain avec toute la famille de la victime pour trouver le corps de sa défunte épouse. Bon, voilà, hein. Les excuses comme quoi il était pas en forme ce jour-là, il était fatigué, moi ça me suffit pas. C'est comme le mec qui a tué à coup de couteau un père de famille devant son fils en plus, et qui a expliqué qu'il ne supportait pas trop le confinement. Bon, hein. Ok, je reviens sur le sujet initial, hein. Pardon. Je m'égare quelque peu. La réflexion sur la peine de mort à travers des œuvres littéraires pourrait faire l'objet d'un autre série. Bon bref, dites-moi si cela vous intéresse. Vous avez compris, je pourrais me rapprocher d'un point de vue d'un welfariste du nom de Peter Singer. Mais alors, qu'est-ce que je pourrais penser de ces abattoirs dont on peut voir les images terribles? Oui, je ne pense pas que ce soit bien d'entretenir la douleur chez un être vivant qui va la ressentir, d'entretenir peut-être du stress, de la détresse, de la peur. Je pense que ces abattoirs doivent disparaître. Le livre de Caron et d'Igard s'accorde sur un point essentiel, la concurrence nationale et surtout internationale, les politiques économiques qui écrasent nos agriculteurs et qui les condamnent à surproduire dans des conditions que je considère comme malsaines, qui me révulsent. Alors d'accord, il y a des mecs, c'est des tarés, c'est des vrais psychopathes. J'ose espérer que cela ne représente qu'une minorité comme le soutien d'Igard. Caron et d'Igard reconnaissent quelque chose d'essentiel. Notre mode de vie urbain nous a totalement déconnectés de la réalité. Nous sommes des déracinés du monde naturel, et de plus en plus avec des concepts comme la réalité virtuelle. Sans parler du consumérisme, que je peux aussi considérer comme dangereux, et comme Caron, qui le reconnaît très bien, nous crée des besoins qui sont véritablement dispensables, et qui nous éloignent peut-être de nos besoins qui sont un peu plus primaires, un peu plus nécessaire. Nous avons donc une vision biaisée de la vie, de la mort, de l'existence, des animaux que nous mangeons, que nous regardons à la télé ou que nous avons auprès de nous. L'existence de la nature sauvage a peut-être quelque chose de plus impitoyable que l'on pourrait nous le montrer dans les documentaires à la télévision. La vraie nature est inégale, elle est terrible, elle est sauvage. Les espèces qui se font dévorer par leurs prédateurs disparaissent. Les lionnes tuent par exemple des gazelles et elles vont tuer les plus faibles d'entre elles, comme les enfants. Et ça, c'est normal. Et vous me direz, oui, mais justement, nous, les humains, on est sortis de la nature, nous sommes des êtres moraux, les animaux ne le sont pas, on est sortis de la chaîne alimentaire avec cette raison-là, bref. Je respecte autant la vie que je respecte la mort. Je ne sacralise pas la vie comme étant supérieure à la mort, car l'existence repose sur cet équilibre. Personnellement, j'admire la figure de Derzu Uzala, ce brave chasseur animiste de la taïga qui prête une véritable humanité aux animaux sauvages, qui tue pour se nourrir avec un rapport de respect mutuel avec les autres espèces qui partagent son environnement. Il prend le risque de mourir face à un animal sauvage. Alors, si vous préférez, je vous donne aussi l'exemple d'Avatar qui est pas mal. Moi, je chasse en apnée dans le sud de la France. Je ne tire aucun plaisir à tuer. Je le trouve dans la chasse, je le trouve dans la prédation. Et pouvoir me nourrir des fruits de mon activité,
C'est quelque chose de génial. Alors, parlons un peu de notre espèce. J'adore la préhistoire, et surtout ce que peuvent en dire les antispécistes. Alors, j'en ai bouffé vraiment de plein d'arguments, il y a beaucoup de points de vue différents, et certains sont très intéressants, et il y en a surtout qui se contredisent beaucoup entre eux. Enfin bon. Homo sapiens, tiens d'ailleurs pour moi, l'homme, suivant la taxonomie, l'homme fait partie du règne animal, ça m'a jamais choqué. Comme pour Digard, l'homme, au sens de Homo sapiens, se distingue des autres espèces en disant les animaux, pour dire les autres animaux, voilà. Et voilà, et il y a le propre de l'homme, il y en a plusieurs d'ailleurs, qui l'a sorti d'une certaine manière de l'animalité. Mais en aucun cas, on peut remettre en question le fait que l'homme biologiquement ne soit pas un animal. Bon, voilà, donc pour moi le débat il existe sans exister. Bref, Homo sapiens est apparu il y a 200 000 ans, 300 000 ans. Il est la suite d'une longue évolution de plusieurs espèces d'hommes, dont certains qu'il a côtoyés, et qui ont même vécu plus longtemps que lui. Plongeons il y a environ 4 millions d'années, avec des proto-humains qui affrontent un territoire de plus en plus aride, de plus en plus hostile, où la végétation n'est plus luxuriante et nourricière. Ils adoptent la bipédie, ils ne peuvent s'alimenter que de racines desséchées. L'humanité ne va peut-être jamais voir le jour. Et pourtant, quelques-uns de nos ancêtres représentants vont se mettre à charogner pour survivre, à se déplacer, à se mouvoir dans un espace qu'ils ne connaissent pas, avec une nouvelle nécessité pour nos hominines, celle de se procurer une alimentation avec une qualité énergétique particulièrement importante, en raison de ce nouveau mode de vie. En raison de ce mode de vie qui se nomadise dans un milieu où il y a de moins en moins de végétaux. Il va s'adapter à son environnement sur des milliers et des millions d'années, et va développer la prédation pour trouver de la viande riche en protéines et en graisses pour nourrir ses muscles et son cerveau, qui va commencer à réfléchir autrement. Et il va y avoir des adaptations biologiques à la prédation. Il va pouvoir digérer cette viande avec son estomac qui n'acceptait que des végétaux et des insectes. Il va devenir endurant pour parcourir de longues distances et chasser ses proies. Quelles sont vos sources? Yves Coppens et Jean-Jacques Hublin. Libre à vous d'y croire. Ces primates non humains vont bouleverser la chaîne alimentaire. Cette nourriture va permettre à son cerveau donc de se développer totalement. Alors je reconnais nombreux des arguments opposés. L'homme ne serait pas un chasseur, son niveau de prédation serait celui d'un anchois, l'homme ne chasse pas normalement comme les autres espèces animales parce qu'il ne mange pas sur place, parce qu'il cuit la viande pour qu'elle soit plus digeste. Nous sommes sortis, ou nous serons sortis de la chaîne alimentaire avec la sédentarisation. Oui, sauf que je pense, et sauf erreur de ma part, que depuis 15 000 ans de sédentarisation, on n'est pas sorti de la chaîne alimentaire. On a juste pivoté d'un système économique de prédation vers un système d'exploitation des ressources naturelles. Voilà. Et ce système d'exploitation des ressources doit être basé sur l'entretien et la protection et la valorisation de cet environnement. Et alors, j'ai souvent entendu dire, oui, mais tu vois, c'est pas naturel. D'accord, l'homme est aussi quelque chose de particulier. Hein. L'homme tire des fusées dans l'espace, guérit du cancer, porte des vêtements, c'est pas naturel. Alors Émeric Caron avait un exemple assez habile, un argument d'autorité qui était de présenter des exemples de sociétés, de civilisations qui se sont nourries et qui se nourrissent exclusivement de végétaux, comme certaines tribus d'Afrique et les bouddhistes tout simplement. Et je peux jouer à ça aussi. Vous connaissez les Inuits, ils se sont alimentés pendant des milliers d'années de phoques, de narvals, de belugas, de baleines, en chassant et en mangeant cru. Mais bon, je prends un peu de recul et je ne considère pas que cela est représentatif de l'humanité. Mais parlons de l'humanité et d'une des choses qui constitue son caractère uni sur Terre et qui nous investirait d'un certain devoir moral. Donc, notre capacité morale à considérer des êtres qui sentent et qui ressentent et qui sont dépourvus de cette moralité. La morale anarchiste de Pierre Kropotkin le dit. Il existe autant de morale que d'associations d'individus qui évoluent en fonction des époques et des civilisations. Et d'ailleurs, au gré ou non de l'évolution des connaissances scientifiques. On l'a bien vu, les Égyptiens ont vénéré les chats pendant l'Antiquité, les Indiens les vaches, les Japonais, eux, mangent des animaux vivants. En Europe, les chiens et les chats ont un statut particulier. En Chine, on les mange. On protège des espèces qui seront chassées en Afrique ou dans les océans.
on mange du cochon, et etc. etc. D'ailleurs, on a des scientifiques qui veulent faire pousser des organes humains dans des cochons pour pouvoir réaliser des greffes sur des humains, dans les pays de l'Est. Et oui, c'est un projet qui existe. Mais allons plus loin. Comme Caron avec son cercle de considération morale qui, à mon sens, n'est pas très juste. Par exemple, l'homosexualité n'a jamais été un problème pendant l'Antiquité. L'esclavage ne s'est pas arrêté. Il existe encore en Afrique ou en Arabie saoudite des esclaves. Là où d'ailleurs, la considération pour les femmes ne sont pas les mêmes. Un chameau peut avoir plus de valeur que votre épouse. Si t'es homosexuel là-bas aussi, méfie-toi. Pour les animaux, les États-Unis font des OGM avec des végétaux et des animaux. Les Chinois le font avec des êtres humains. Je vais être très honnête. Le cochon aurait des facultés cognitives, émotionnelles et sensibles similaires, peut-être plus évoluées que celui du chien. Et notre devoir moral, en raison des évolutions scientifiques, devrait nous amener à considérer avec égalité, avec une égalité de considération, cet être vivant dans son intérêt à vivre sans souffrir ou sans douleur. Eh bien, je pense qu'on a véritablement le droit d'y réfléchir ou de se poser la question. D'où la nécessité pour moi d'éviter des abattoirs comme nous avons pu le voir auparavant. Il y a un débat sur la nociception avec la différence entre la souffrance et la douleur. Bref, c'est pour cela que l'on peut réellement s'interroger. Et le véganisme, avec son débat, nous amène intelligemment à réfléchir. On devrait tous en avoir conscience si on mange du cochon. Et du coup, pouvoir décider d'en manger ou non. Je vous ai dit que je respecte autant la vie que la mort. La mort, donc, qui inclut la douleur. Les animaux peuvent ressentir la douleur. Et alors? Ça suffit pas. Je n'ai pas les mêmes fondements moraux, et c'est l'une des raisons, pour moi, que le débat peut prendre tout son sens et être dangereux. L'anarchisme et le marxisme se réclamaient de la science, l'écologisme aussi, mais l'écologie n'est pas forcément l'écologisme. On fait parler la science pour une cause, on en arrive à des situations qui peuvent être terribles. Peut-on faire un usage idéologique de la science? Est-ce que c'est une fausse question? Pour aller vers l'éthique et la bioéthique, ça existe, le débat existe. L'antispécisme est donc une science morale, pour reprendre les mots de Caron. Mais moi, je me méfie des individus qui revendiquent leurs idées comme étant légitimées par la science, ou une science qui exclut les autres. Je me méfie des individus qui prennent en otage leurs interlocuteurs en avançant des idées qu'ils considèrent comme suprêmes au nom d'une vérité que je ne serais pas en capacité de comprendre. Je me méfie des individus qui revendiquent agir à travers des actions violentes et minoritaires, que soyons d'accord, au nom d'idéaux indiscutables qui ne sont pas partagés par la majorité. Et oui, on vit encore en démocratie. De cette avant-garde qui dit agir pour le bien commun, je me méfie de ces individus qui auraient la science infuse. Je me méfie des individus qui revendiquent avoir le monopole de la morale, et ces marques de supériorité morale ne m'impressionnent pas. Comme le disait le doyen Carbonnier, un des professeurs de droit les plus respectés du XXe siècle, la morale relève de la conscience individuelle, de la libre contrainte exercée à l'égard de soi-même. Elle doit échapper au droit afin notamment de ne pas être laissée au bon vouloir du juge ou du législateur. Que la morale influence les peuples, les sociétés et les civilisations, c'est ainsi. On appelle ça les mœurs, et évidemment ça a son incidence sur les lois. Je reconnais l'éthique environnementale comme une nécessité. L'éthique animale est aussi à considérer selon moi, mais je n'ai pas les mêmes considérations. En revanche, je respecte ce mode de vie. Chacun est donc libre de vivre comme il l'entend. Il existe de nombreux préjugés sur les véganes. Tous ne sont pas des éco-terroristes ou des militants fanatiques. Par exemple, on nous entend souvent dire que vivre en étant vegan est impossible. Eh ben non, ça peut l'être. Ça demande une connaissance et une culture particulière, une certaine rigueur, parce que c'est une véritable discipline. Ceci étant, ça ne réussit pas à tout le monde. Malgré les meilleurs efforts, les contre-exemples peuvent être nombreux. On dit que les véganes ne peuvent pas faire de sport. C'est faux, il existe des véganes qui font du sport, en amateur ou en professionnel, et qui sont en parfaite santé. Il existe énormément de véganes qui ont une réelle philosophie et qui sont des gens très bien. Oui, manger trop de viande, ce n'est pas très bon pour la santé. Il faut manger équilibré et des protéines de bonne qualité. McDo, c'est pas bon. D'ailleurs, on meurt plus de malnutrition que de sous-alimentation. Je tiens à remercier toutes les personnes avec qui j'ai pu échanger.
pour donner une consistance à cette vidéo et faire évoluer mes idées. Vous avez été vegan, nombreux à venir me voir, j'ai pu aussi m'adresser à vous pour échanger, et la nature de nos échanges a toujours été très sain et constructif. Il y a eu aussi des véritables omnivores et des biologistes qui m'ont permis de réfléchir. Je vous remercie d'avoir répondu à ce questionnaire, d'avoir échangé avec moi par message et même d'avoir eu des visios avec moi. Je vous invite à continuer à échanger, débattre dans l'espace commentaire avec la même intelligence et la même bienveillance. Mais pas sans adversité, les idées sont faites pour être défendues. Cette vidéo, comme certains peuvent le savoir, est un véritable iceberg. Vous pouvez percevoir la pointe d'une étude qui s'est voulue approfondie, du moins j'ai essayé. Je vous invite aussi à venir discuter avec moi sur Instagram si vous le souhaitez. Peut-être que certains Homo sapiens ont conservé une morale de cueilleur. Peut-être que d'autres ont conservé une morale de chasseur. Je dirais juste que accepter la mort de son prochain, c'est accepter la sienne. Je terminerai cette vidéo avec cette citation homérique avant de vous renvoyer vers la magnifique vidéo de l'Institut Iliade. La nature comme socle, l'excellence comme but, la beauté comme horizon. Lisez des livres et à bientôt. Mes chers amis, rejoignez-moi dans mon antre sur YouTube, sur mon Forbook, en gazouillis sur Tweetfor et sur Instafor.